Merci à vous pour être présent ce soir. Le sujet Escobar est vaste. Le livre même effleure, je pense, tout ce qu'on pourrait en dire. D'après les discussions que j'ai eues avec Pierre-Yves avant cette rencontre, on a décidé d'axer cette intervention sur ce qui est la lutte contre le narcotrafic à travers l'exemple de la lutte contre Pablo Escobar. Je vais donc parler d'Escobar, je ne suis pas non plus passé trop de temps dessus, et pour ouvrir au final sur quelques petites considérations, des questions, pas forcément des réponses, mais sur la lutte donc en soi contre le narcotrafic, qu'on l'appelle guerre contre les drogues ou quoi que ce soit. Donc Escobar, en effet, est un personnage incontournable de l'Amérique latine. Je pense pas que les Latino-Américains en soient particulièrement heureux, mais le fait est que c'est de l'histoire d'Amérique latine contemporaine un personnage qui ne peut être évité, et c'est probablement un des plus connus avec le Che, probablement, même s'ils n'ont pas forcément le même parcours. Pour en faire un portrait rapide, Pablo Escobar, donc né en 1949, un petit truand de Médellín. Il a un parcours qui n'est pas très différent de l'ensemble des grands narcotrafiquants, ceux du passé comme ceux d'aujourd'hui. D'abord voleur de voitures, braqueur d'épicerie, rentre dans le milieu de la contrebande. Parti de peu, un milieu pas nécessairement très pauvre, mais humble, certainement, jusqu'à devenir petit trafiquant lui-même. Petit trafiquant de drogue. Le trafic de cocaïne est alors en plein essor en Amérique latine, fin des années 60, début des années 70. Et lui va en devenir un des pionniers, avant d'en devenir une des plus grandes figures. Il connaît à la fin des années 70, début des années 80, une ascension, selon l'expression consacrée, météorique. Alors, sur les particularités du personnage, il faudra insister d'abord sur son usage de la violence. C'est une de ses caractéristiques, c'est lui-même le revendiquer, c'est un caractère guerrier. C'est une violence qui s'exprime contre ses rivaux, aussi évidemment contre les autorités, en particulier juges policiers qui s'intéressent à lui. Et cela dès le début de sa carrière. Escobar est trafiquant de cocaïne, c'est une chose, mais c'est aussi un pilier de la pègre de Médellín, qui est alors la deuxième ville du pays. Souvent on confond les deux. Ce sont deux milieux qui se fréquentent, le milieu des trafiquants et le milieu de la pègre. Ils ne sont pas forcément tout à fait liés. La force d'Escobar, ce qui va lui permettre de s'imposer, c'est qu'il va utiliser toute la violence de la pègre et ce milieu-là pour s'imposer aux trafiquants, qui eux, en général, peuvent provenir de milieux très très différents. Il a un passé lui-même de ce qu'on appelle sicario, ces tueurs sur commande, ces tueurs à gages. Il va l'utiliser, et encore une fois, ça lui permet assez rapidement de devenir une des grandes figures du milieu de Médellín. C'est aussi, alors c'est pas l'aspect qu'on connaît le plus de lui, mais c'est aussi, comme à l'instar de nombre de ses collègues, c'est aussi un corrupteur. Il a une capacité certaine à corrompre, par la séduction, autant que par la menace. C'est sa fameuse expression à plata o plomo, c'est l'argent ou le plomb. C'est une dimension à garder d'ailleurs, je dis faire toujours attention sur les questions de corruption. Il s'agit bien sûr quelque part d'un choix, ça c'est un commentaire personnel, mais il y a aussi toujours une part de menace. Donc, à traiter avec prudence. Tout ça lui permet de mettre en place assez rapidement un réseau de protecteurs et d'obligés, en particulier au sein des institutions, la police, la justice, la classe politique, tout parti confondu, l'armée, mais aussi les guérillas, présentes dans le pays depuis au moins les années 60. Réseau qui s'étend au niveau local, comme au national, et ensuite à l'international. Escobar travaille avec tout le monde, sans réticence particulière. C'est aussi un autre aspect du personnage à retenir, c'est aussi un entrepreneur. C'est un certain type d'entreprise, certes, mais il a l'esprit d'entreprise. Il est capable très rapidement donc de mettre en place un réseau international, avec la volonté de contrôler toute l'activité, d'un bout à l'autre de la chaîne. Je parle de la production de coca ou pas de base de cocaïne dans les Andes, essentiellement à Bolivie, Équateur, Pérou, de la transformation en Colombie, tout ce qui est transport et logistique,
la distribution, avec évidemment un premier marché de distribution qui sont les États-Unis, et toute la partie financière. C'est ainsi qu'il va développer quelque chose qu'on appelle l'officine d'Envigado. Envigado, c'est une petite ville qui fait maintenant partie des faubourgs de Médellin et qui joue un rôle central dans le trafic. Contrairement à ce qu'on pense souvent, les organisations à narcotrafiquants ne sont pas forcément des structures pyramidales et verticales. Ce sont des associations, des recoupements, où on joue au coup par coup, etc. Escobar lui-même n'est pas forcément le premier trafiquant du pays, ce n'est pas forcément non plus le plus riche, contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on vend en général, en particulier dans la série dont tu parlais. Mais par contre, c'est vrai qu'à travers cette fameuse officine d'Envigado, tout passe par lui. Il met les gens en relation, il prête des avions, il finance les envois de drogue, etc. Finalement, il prélève sa dîme sur tout ce qui se passe et devient encore une fois un intermédiaire obligatoire pour le trafic. C'est probablement ça qui le différencie de beaucoup d'autres. C'est un organisateur hors pair et c'est un travailleur de tout instant. Il est très attentif aux détails et passe de très longues heures à organiser toute son activité. J'insiste là-dessus parce que ça ne correspond sûrement pas à l'image qu'on donne de narcotrafiquants bons vivants qui passent leur temps à faire différentes fêtes et orgies dans tous les sens et à dépenser leur argent. Ça lui arrive, certainement. Mais la particularité d'Escobar, et qu'il partage au passage avec d'autres qui à l'époque connaissent la même ascension, qui sont les frères Rodriguez du cartel de Cali, une autre ville colombienne, c'est d'être de grands travailleurs. C'est un aspect souvent qu'on ne voit pas de ce travail-là. Autre caractéristique d'Escobar, et alors celle-là est très particulière, il a une fibre sociale. On pourrait même dire, on l'a décrit comme un philanthrope. Certainement intéressé, mais pas seulement. C'est vrai que dans le milieu narcotrafiquant en général, on fait beaucoup de dépenses de prestige, on aime travailler la clientèle, en prêtant beaucoup d'argent, en général en échange de services évidemment. Dans le cas d'Escobar, encore une fois, il y a très probablement une vraie sincérité là-dedans. Ça ne veut pas dire forcément une honnêteté évidemment. Il est bon payeur, il distribue beaucoup d'argent et même en fait constitue, en tout cas sur Medellín, une source de redistribution particulièrement généreuse. C'est important parce que ça lui permet petit à petit de devenir un substitut d'un État faible ou absent, autant que d'autorités locales, qui elles aussi faibles ou absentes, dans de nombreux domaines. Escobar prête de l'argent pour les études, pour les soins médicaux, fait construire un fameux quartier dont on parle souvent, le quartier Pablo Escobar. Il a entre-temps pris son nom, même si c'est pas officiel, sur ce qui était la décharge municipale, etc. Il y a évidemment, encore une fois, une logique clientéliste derrière ça, mais il y a probablement une vraie sincérité de quelqu'un qui se souvient de ses débuts difficiles. Tout ceci permet à Escobar de se retrouver au croisement, en tout cas, de différentes strates de la société colombienne. De par son niveau de vie, de par sa réussite, il fréquente les élites, en particulier politiques, mais aussi médiatiques, et en même temps, il continue à fréquenter le peuple. C'est assez différent en général du milieu narcotrafiquant qui, même s'il peut avoir des origines humbles, essaie en général de couper avec les couches populaires pour fréquenter les élites. Il y a à noter à ce niveau-là, il y a une certaine réticence de ce qu'on appelle, alors en général l'oligarchie colombienne, il y a une certaine réticence à fréquenter ces gens-là, ce qui n'empêche pas qu'on fasse des affaires avec eux. C'est important parce que ça va créer, en particulier chez des gens comme Escobar, une certaine frustration, le fait de sentir que, oui, en soi, du fait de leur fortune, de leur réussite, ils sont en train d'accéder à des hauts niveaux de la société, mais qu'on ne les accepte pas dans le cercle fermé, encore une fois, de l'oligarchie colombienne. Escobar, à part ça, donc, est particulièrement populaire dans les couches les plus pauvres de la société colombienne, en particulier évidemment à Medellín. Ça lui donne le résultat, encore une fois qu'il soit sincère ou non, un réseau de partisans dévoués. Là où des structures concurrentes, en particulier celle du cartel de Cali, fonctionnent comme des entreprises plus classiques.
C'est un point important, on reviendra là-dessus, en particulier parce que ça lui fournit un réservoir presque intarissable de gens qui sont prêts à mourir pour lui, et en particulier de tueurs, de sicarios, etc., qui sont, encore une fois, prêts à placer leur destin entre ses mains. Cette tendance, quelque part, populiste d'Escobar s'accompagne aussi d'une sympathie générale pour la gauche. C'est très particulier, alors là, dans son milieu, qui est en général plutôt conservateur. Lui fait état de ses sympathies pour la gauche. C'est certainement pas un idéologue. Il lit beaucoup, c'est certain, mais pas forcément des livres de politique. Ceux qui l'ont fréquenté, en particulier des gens de la guérilla, admettent qu'il n'avait pas une construction idéologique très solide. Mais oui, il y a une certaine spontanéité à prendre fait et cause pour des causes populaires, une certaine sympathie pour les guérillas, ce qui est plutôt rare à l'époque, encore une fois, dans son milieu. Tout ceci conduit, ce succès auprès des couches populaires, ces sympathies de gauche, tout ceci le conduit au début des années 80 à penser faire une carrière politique. C'est assez logique, ça serait le parcours classique de quelqu'un qui réussit en Amérique latine. Évidemment, en tant que narcotrafiquant, c'est risqué. C'est plus que ça, c'est même dans son cas une erreur monumentale. Sa mère, ses amis vont le mettre en garde, lui faire remarquer que c'est un milieu qu'il n'acceptera sûrement pas. Là encore, c'est bien ce milieu de l'oligarchie colombienne. Mais lui insiste et finit par se faire élire député suppléant au Congrès sur une liste de gauche en 1982. Problème qui ne tarde pas à arriver, il y a une surexposition médiatique, rejet de l'oligarchie, on parle beaucoup de lui. Il finit même par se faire exclure du parti avec lequel il était allié. Il n'y a pas le choix. On recommence à sortir des dossiers sur des affaires anciennes, tout à fait mineures, même si quand même importantes ou graves, de narcotrafic, d'assassinats de policiers qui avaient enquêté sur lui, etc. Et tout ceci, évidemment, attire l'attention des États-Unis. C'est à ce moment-là que Escobar rentre en conflit avec le ministre de la Justice de l'époque, Rodrigo Lara. Le conflit devient public, les deux hommes s'affrontent, s'accusent, Escobar va essayer de compromettre le ministre. Celui-ci va faire de la chute d'Escobar, en tout cas de sa capture, une question personnelle. En cela, il va trouver de l'aide, assez extraordinairement, de la part d'un colonel, le colonel Jaime Rodriguez de la police colombienne, qui à ce moment-là dirige une force antidrogue presque inexistante, mais qui en tout cas est très motivée, et ensuite des Américains. L'aide américaine n'est pas désintéressée parce que dans ces années-là, les Américains essaient de développer l'idée de narco-guérilla. C'est-à-dire essayer de démontrer, alors c'est là qu'interviennent les tendances gauchisantes d'un Escobar, essayer de démontrer que fondamentalement le narcotrafic est une question de guérilla et une question de gauche. Ce qui sera démontrable par la suite à l'époque est un concept absolument contestable encore. C'est évidemment une position intéressée, en tout cas les Américains donnent les moyens, et donc le ministre Lara et le colonel Rodriguez engagent la lutte contre Escobar. Ils vont marquer quelques points qui ne remettent pas en cause l'activité d'Escobar, ni vraiment le bon fonctionnement de son organisation, mais qui touchent à quelque chose qui est très important chez lui, l'orgueil. Le résultat, c'est qu'en avril 1984, Escobar fait assassiner le ministre Lara. C'est un choc et c'est évidemment un tournant dans sa carrière. Il doit s'enfuir, il part dans un premier temps au Panama, je passe sur ses relations compliquées avec le dirigeant du Panama de l'époque, enfin qui n'en est pas le dirigeant officiel mais qui en est l'homme fort, le futur général Noriega, qu'il doit ensuite laisser parce que Noriega lui fait comprendre que ça le met en porte-à-faux avec les États-Unis, donc il termine dans le Nicaragua sandiniste. C'est une aubaine pour les États-Unis qui organise une opération à travers un pilote, qu'on appelle un pilote connu, un pilote qui avait servi la CIA. C'est pas une théorie de complot, c'est un honorable correspondant de la CIA.
Et ils organisent une opération pour essayer de piéger Escobar. Ce qui va être fait, on va piéger Escobar, on va le prendre en photo en train de participer à une distribution de drogue. Pour les États-Unis, c'est extraordinaire. On a la démonstration, alors qu'on est en pleine lutte contre le Nicaragua sandiniste en Amérique centrale, on a la démonstration que le régime sandiniste participe au trafic. C'est une lecture à l'époque peut-être un petit peu forcée, les Américains en font trop, il n'y a rien qui prouve que les autorités participent de l'activité, même s'il est douteux qu'elles ne soient pas au courant de la présence d'Escobar sur le territoire. Le résultat de tout ça, et c'est extrêmement important pour Escobar, c'est qu'Escobar se retrouve sous une accusation de la part des États-Unis qui le place en possibilité d'être extradé vers les États-Unis. Pour lui, c'est extrêmement grave. Et ça va devenir, à partir de 1984, son premier objectif, c'est lutter contre l'extradition. Pas seulement la sienne, mais le principe d'extradition en général, et faire que l'État colombien, parce qu'il revient en Colombie entre-temps, abroge le traité d'extradition qui avait été passé quelques années avant. Encore une fois, c'était une préoccupation ancienne pour lui, ça l'avait préoccupé à l'époque où ça avait été accepté, où le décret avait été accepté en 1979, mais à partir du moment où ça devient personnel et où ce risque pèse sur lui, ça devient une véritable obsession. Le discours d'Escobar sur l'extradition est très clair. Évidemment, il ne parle pas de son cas personnel, il en appelle au nationalisme et à la souveraineté nationale. Il ne comprend pas que ce ne soit pas l'État colombien qui juge des Colombiens pour des crimes commis a priori en Colombie. Et estime qu'il s'agit d'une trahison, le fait d'envoyer des ressortissants colombiens aux États-Unis. Il dénonce ensuite toute l'hypocrisie américaine à ce sujet et toutes ses ambiguïtés. Il est bien placé pour le savoir, puisque à l'époque même donc, où les États-Unis accusent le gouvernement sandiniste de participer au trafic de drogue, on le sait, je pense que vous en avez entendu parler, les États-Unis financent une guérilla anti-sandiniste au Nicaragua qui s'appelle les Contras, et entre autres la financent par le trafic de drogue. C'est ce qui a été confirmé par des enquêtes ensuite américaines, en particulier au Congrès, et de la part de quelqu'un qui a fait carrière ensuite, qui s'appelle John Kerry. De là à dire que les Américains sciemment et volontairement font du trafic de drogue, il y a peut-être des limites. Il faut rester prudent, qu'ils utilisent les réseaux du trafic de drogue pour financer la Contra, c'est certain, qu'ils s'en préoccupent pas, c'est sûr. Escobar, lui, participait aux deux. C'est-à-dire, a priori, sur les informations qu'on en a et qui peuvent être prouvées, était capable de travailler à la fois avec le Nicaragua sandiniste et en même temps d'utiliser tous les réseaux et filières de la Contra. Donc, très indirectement, de travailler avec les États-Unis. Il a beau jeu, évidemment, au moment de dénoncer l'extradition et le traité d'extradition contre lui, enfin la menace d'extradition contre lui, il a beau jeu, évidemment, de dire que les Américains jouent un double jeu et de dénoncer ça, là encore, comme une hypocrisie. Cette lutte contre l'extradition, dans le cas d'Escobar, va donner lieu à la création d'une organisation qui s'appelle les Extradables. Son mot d'ordre est connu, c'est on préfère une tombe en Colombie plutôt qu'un cachot aux États-Unis. C'est du pur Escobar. Il s'agit donc d'une organisation qui prétend rassembler les trafiquants et tous les trafiquants du pays, voire ceux d'autres pays avec lesquels on est associé, sous la bannière de la lutte contre l'extradition. C'est pas une organisation, alors aussi politique soit-elle, et avec sa prétention à rassembler les Colombiens, ils vont mener des campagnes publiques, des campagnes auprès du Congrès, etc. C'est pas une organisation qui rencontre un grand succès, même si le fait est que, en particulier dans certains milieux de la guérilla, on va estimer que sur le discours nationaliste et les questions de souveraineté, ça se tient, et que certaines figures, encore une fois des guérillas, vont prendre fait et cause pour l'abrogation de l'extradition. Pour Escobar, évidemment, encore une fois, le slogan des Extradables est très clair, on est dans une stratégie en tout cas de conflit. C'est une stratégie de conflit qui ne fait pas l'unanimité chez les narcotrafiquants et évidemment encore moins chez leurs protecteurs au sein de l'appareil d'État.
Il y a déjà à ce moment-là, hein, je vous parle donc en gros 1984-1986, il y a déjà une bonne partie des narcotrafiquants et de l'entourage de Pablo Escobar qui vont lui faire part de leurs réserves. Vont lui dire qu'il est certainement vain de penser lancer une guerre contre l'État, que la surexposition qui avait été la sienne précédemment va être encore plus amplifiée. Certains sentent aussi qu'il s'agit quelque part de la part d'Escobar d'une mise sous tutelle de l'ensemble du milieu trafiquant colombien. Ceci conduit à la fin des années 80 à une rupture et une guerre avec le cartel de Cali qui lui souhaite continuer sur un mode de discrétion et préfère, même s'il sait utiliser la violence, préfère jouer la corruption et le profil bas plutôt qu'aller au conflit. Ça va aussi provoquer l'éloignement d'un groupe très particulier qui sont les groupes paramilitaires qui commencent à pulluler à l'époque dans le pays. Alors ces groupes paramilitaires ont des origines très diverses, mais fondamentalement ce sont des groupes créés par les narcos pour protéger leurs propriétés et leurs activités à la campagne. Surtout dans un moment où les narcos prétendaient commencer à cultiver et trafiquer directement en Colombie plutôt qu'avoir de dépendre des marchés plus au sud. Pour ces paramilitaires, encore une fois, qui ont d'autres raisons d'être, et représentent aussi certaines classes, en particulier de petits propriétaires exaspérés par les exactions et les extorsions de la guérilla. En tout cas, pour ces paramilitaires, évidemment, le conflit annoncé par Escobar constitue une mise en porte-à-faux, avec leurs convictions, qui sont fondamentalement celles de défense de l'État en tant que tel, et de leurs alliés au sein des institutions. Donc, il y a un certain éloignement, encore une fois progressif, de ces groupes. On reviendra là-dessus. Le tournant de cette guerre a lieu en 1989, avec le début de la guerre contre l'État. Les premières actions à mener contre Escobar par l'État étaient en général sans effet. Escobar lui-même mène des actions ponctuelles, élimine juges, policiers qui tentent directement de le poursuivre, mais sans plus. Cependant, en 1989, il voit apparaître une menace nouvelle, qui est celle d'un candidat à l'élection présidentielle qui est prévu pour 90, qui s'appelle Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán, c'est celui qui dirigeait le parti dont a été exclu Escobar. C'est un partisan acharné de l'extradition. Ce sont de bonnes raisons pour Escobar de le faire éliminer. L'homme est assassiné en août 1989, c'est un immense choc pour la Colombie. Il est très probable qu'Escobar n'avait pas prévu du tout que ça aurait un tel retentissement. Il ne s'est pas rendu compte que Galán représentait un espoir pour le pays, espoir qu'il assassine si facilement, et ne pensait pas derrière créer une tempête à son encontre. Le soir même de l'assassinat de Luis Carlos Galán, le président de l'époque, Beatriz Barco, décide de mettre en place un instrument de lutte spécialement destiné à l'élimination d'Escobar, qu'on va appeler le corps d'élite. Ce corps d'élite de la police reçoit une grande aide américaine et se transporte à Medellín avec, encore une fois, pour mission d'en finir avec Escobar. Le travail est long, en particulier au niveau de la mise en place, et il y a aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de limites. Le corps d'élite doit d'abord faire face à une corruption interne extrêmement forte au sein de la police, en particulier locale, de l'armée, et là aussi la garnison locale, qui sont en général favorables à Escobar, de la justice, et au sein même de leurs propres troupes, même si on a pris soin de débarrasser le corps de toute personne qui pouvait être plus ou moins liée à Medellín, plus ou moins liée aux narcos. L'idée n'était pas forcément que ces derniers se retournent contre l'unité, mais tout simplement qu'on puisse faire pression sur leur famille, etc. Il ne s'agit pas de jeter le probe sur tous ces derniers. Le premier travail du corps d'élite, ça va être d'essayer d'établir une cartographie de l'organisation d'Escobar et de savoir qui en fait partie. Avec le recul, on se rend compte qu'elle est à la fois laborieuse dans son élaboration et souvent erronée. Il y a une part bien trop importante qui est accordée à l'aile terroriste et militaire de l'organisation d'Escobar, ce qui est logique,
puisque c'est ces derniers qui vont affronter, mais en même temps ne permet pas vraiment d'apercevoir tout ce qui va derrière, c'est-à-dire toute la partie trafiquante, qui est pourtant fondamentale, puisque c'est celle qui fait le financement de toutes les opérations d'Escobar. Ensuite, le corps d'élite va se mettre à pratiquer une répression indiscriminée dans les rues de Médellín, avec, à partir de la fin 1989, début 90, l'apparition d'escadrons de la mort, qui, ça n'a pas d'autre nom, qui vont frapper la nuit indiscrètement les quartiers populaires, en particulier les jeunes. La lecture est simple. Jeunes des quartiers populaires, ça veut dire sicario. Sicario, ça veut dire membre de l'organisation d'Escobar. En réalité, c'est bien plus complexe. On se rend compte d'ailleurs qu'à mesure qu'on élimine quantité, on parle de centaines, voire de milliers de personnes, l'organisation et la structure même d'Escobar n'est pas réellement affectée. Tout ceci se passe sur fond d'indifférence des élites et d'une hostilité donc grandissante de la population des quartiers pauvres, dont évidemment Escobar profite. Il va même décider, à force de massacres, alors que ça s'accumule, décider d'en prendre la défense, avec une décision particulièrement grave en avril 1990, qui est la mise à prix des têtes de policiers, en particulier de ceux du corps d'élite, ce qui va entraîner un massacre sans précédent de la police à Médellín et dans un certain nombre d'autres villes. On parle de plusieurs centaines de policiers tués, d'autres en fuite, certains se cachent, démissionnent, etc. C'est une décision terrible de Pablo Escobar et qui affecte profondément la police. Fondamentalement, à partir de 1990, on se retrouve au plus fort de la lutte contre Escobar avec une ville de Médellín, la deuxième ville du pays encore une fois, en guerre civile et en guerre sociale fondamentalement. C'est ce qu'on a appelé la guerre contre l'État. Elle met fondamentalement l'État à genoux, elle le met en position de faiblesse. L'institution policière est décimée et déconsidérée. Escobar fait usage de tous les moyens les plus violents en sa possession, depuis les assassinats ciblés, les attentats à la bombe, ça veut dire faire sauter un avion, faire sauter des centres commerciaux, etc. Et une méthode qui va se révéler particulièrement efficace, l'enlèvement de gens de la famille, de grandes personnalités, etc., d'enfants de ministres. Très rapidement, finalement, après 2 ans de guerre qui ne menait à rien, l'État va décider de négocier avec l'État colombien, va décider de négocier avec Escobar. Il va obtenir l'abrogation de l'extradition et de se rendre dans des conditions idéales. Ce que j'appelle conditions idéales, une prison qu'il a fait construire lui-même, des gardes qu'il a recrutés lui-même, évidemment tout pouvoir pour recevoir, continuer ses activités, un système de communication avec l'extérieur sécurisé, la protection de l'unité de l'armée qui le fêtait, lui sont fidèles. Donc grande victoire pour Escobar. Sur la peine qu'il reçoit, elle n'est même pas posée. En fait, lui, pour entrer en prison et bénéficier du décret qui lui permet d'accéder à la prison, va reconnaître un délit mineur concernant son cousin déjà décédé, et un homme déjà en prison, lui, va reconnaître avoir mis les 2 hommes en relation pour leur prêter un avion. Fondamentalement, on parlerait donc d'une peine qui n'excéderait pas les 5 ans. On lui fera quand même comprendre que ça serait bien qu'il reste un mandat présidentiel en plus, ne serait-ce que pour ne pas humilier plus avant l'État colombien. Il s'agit donc incontestablement d'une victoire d'Escobar. Celui-ci, une fois en prison, cette fameuse prison qu'on connaît sous le nom de la cathédrale, reprend ses affaires. À l'heure des comptes quand même, il se rend compte que dans la guerre d'usure qu'il a menée pendant 2 ans contre l'État, il a beaucoup perdu. La guerre lui a coûté cher, il a été encore une fois particulièrement exposé. Des organisations concurrentes se sont affirmées, ont profité pour récupérer ses filières, récupérer ses réseaux, en particulier Cali,
et le cartel de Cali qui à l'époque est en pleine expansion et cette fois-ci à travers le monde entier. Entre-temps, le mur de Berlin est tombé, on commence à viser tout un marché qu'il y a derrière le mur, on commence à prendre contact avec la mafia russe, on a fermé des contacts qui existaient déjà avec la mafia italienne, on se met en relation encore plus avant avec tout ce qui est encore, et pas tout à fait un cartel, mais le milieu mexicain, etc. Tout ça bénéficie à Cali, et pire, pour Escobar, il note déjà des défections au sein même de son organisation. Il réagit comme lui sait le faire. Il organise en juillet 1992 une purge à l'intérieur de son organisation qui, en un week-end, va coûter la vie à plusieurs dizaines de personnes. La purge, évidemment, est publicisée. C'est une immense erreur. Elle fait pour la première fois apparaître un aspect d'Escobar qui a bien sûr toujours existé, mais dont on parlait finalement très peu, ce qu'on appelle Escobar le monstre. Celui qui est capable d'exterminer ses anciens associés, celui qui est capable de massacrer sans pitié n'importe qui. Ça va beaucoup affecter l'image d'Escobar, en particulier à Medellín. On connaît la suite. Le gouvernement est évidemment humilié par la nouvelle de cette purge, qui a été dirigée depuis la prison par quelqu'un qui était censé être prisonnier. On va décider une intervention contre la prison, lui s'évade. À partir de là, on va mener cette fois-ci une traque sans pitié à l'encontre d'Escobar. On s'en doute, l'État est humilié. Le président de l'époque, qui a changé entre-temps, César Gaviria, lui aussi. Les États-Unis sont exaspérés. Donc le mot d'ordre est clair, cette fois-ci, c'est abattre Escobar. On met en place quelque chose qui s'appelle le bloc de recherche. Ce bloc de recherche rassemble des gens d'horizons très différents autour de ce qu'on va appeler la table du diable. La table du diable, alors, sont des policiers d'élite de tous horizons à qui on donne carte blanche pour faire tout ce qui est nécessaire pour se débarrasser d'Escobar. Si auparavant, dans la guerre qu'ils avaient menée contre Escobar, on avait à un certain moment fait la fine bouche au niveau des exécutions extrajudiciaires, de la pratique de la torture, cette fois-ci, encore une fois, ils ont carte blanche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'y ajoutent des anciens membres de l'organisation d'Escobar, c'est-à-dire des trafiquants, des paramilitaires, qui vont participer autant au renseignement et à l'action. S'y ajoute le cartel de Cali, qui lui a intérêt à la chute d'Escobar et à en finir avec lui, surtout que Escobar est toujours officiellement en guerre contre eux. D'autres organisations narcotrafiquantes du reste du pays, voire de l'étranger. Et enfin, évidemment, les services américains, cette fois-ci très ouvertement et officiellement, DEA, l'administration antidrogue, mais aussi CIA. Il y a de gros moyens, en particulier en ce qui concerne l'interception des communications. Alors, malgré tous ces moyens, le travail est long et difficile. Mais le fait est qu'il y a une collaboration qui se révèle essentielle, qui est celle des ex-associés d'Escobar. Ils connaissent ses hommes, ils connaissent ses pratiques, ils connaissent ses planques. Ils ont quantité d'informations à apporter. Lui est un homme prudent. En général, il diffuse les informations au minimum, mais tout de même, ça va donner des résultats. On va ensuite, pour ce qui est la partie extrajudiciaire, créer une organisation qui s'appelle les PPS, littéralement les poursuivis par Pablo Escobar. Ce sont les mêmes personnes, encore une fois, policiers, paramilitaires, trafiquants et autres, et qui se chargent de l'extermination de tous les réseaux d'Escobar, en particulier à Medellín. Les résultats sont là, des dizaines de lieutenants d'Escobar, de chefs de bande qui dépendent de lui sont abattus, alors parfois officiellement dans le cadre d'intervention de la police, d'autres fois au nom des PPS, de cette organisation parapolicière, plus que paramilitaire d'ailleurs, sont abattus. Ça amène directement à la destruction de tout ce qui était l'aile militaire de l'organisation d'Escobar, de tout le milieu de pègres, de sicarios qui l'accompagnaient. Escobar est de plus en plus isolé. Cependant, le problème est toujours là, Escobar est introuvable. Et il fait toujours peur. La solution, elle va finalement être trouvée, alors que les Américains s'impatientent, que le bloc de recherche lui-même commence à se demander si cette solution de choc frontal et d'extermination des hommes d'Escobar est vraiment la solution. On va finir par trouver la solution, on va mettre la pression sur la famille d'Escobar. C'est le plus simple, on sait qu'ils communiquent régulièrement avec eux. On va mettre en place des moyens d'écoute finalement tout à fait traditionnels,
qui vont permettre de le loger, comme on dit, de le repérer. Le lendemain de son anniversaire, il appelle son fils assez longuement. Je pense que l'histoire est assez connue. Il l'appelle longuement, on repère la maison dans laquelle il est. Un groupe du bloc de recherche entre et abat Escobar. Le donc 2 décembre 1993, au lendemain de son anniversaire. Conséquence de tout cela, c'est une victoire symbolique de l'État colombien. C'est aussi, pour les Colombiens, après des années de guerre et de narcoterrorisme, un soulagement évident. Même pour ceux, évidemment, qui soutenaient Escobar. Cependant, il y a beaucoup de limites. Ce qui va nous amener aux questions du trafic aujourd'hui. D'abord, la création du bloc de recherche et son action ont amené une compromission de la police et d'autres institutions, ainsi que de la classe politique, qui à cette occasion ont établi des liens privilégiés avec d'autres organisations narcotrafiquantes, en particulier le cartel de Cali, d'où infiltration, corruption. Il faut noter que dans les officiers du bloc de recherche, dans le trio qui dirige ce bloc de recherche, il y en a un qui est parti ensuite en prison, suspecté de paramilitarisme, donc de lien avec le narcotrafic. Il en est sorti récemment. Un autre a été passé avec armes et bagages à un cartel, vous connaissez peut-être, celui du nord de la vallée, et a été abattu au début des années 2000 dans un règlement de compte à l'intérieur du cartel. C'est tout de même assez symptomatique. Ça a permis aussi un développement du phénomène paramilitaire et narco, sous la protection d'une partie des autorités, et en même temps des narco-guérillas. Dans le cas des PPS, ceux qui ont mené un paramilitaire qui ont mené la lutte contre Escobar, là encore, on peut signaler par exemple les frères Castagno qui ont mené tout le mouvement paramilitaire des autodéfenses unies de Colombie dans les années 90, sont des anciens associés d'Escobar, ayant travaillé pour le bloc de recherche et qui ensuite ont pris la tête de mouvements bien connus qui, dans leur lutte contre les guérillas, ont amené à tout ce qui est le conflit interne colombien, avec toutes ces heures dramatiques qu'on vit encore jusqu'à aujourd'hui. Dernière chose, la chute d'Escobar n'a aucun effet réel sur le trafic. Ça ne l'a pas empêché de progresser, ça n'a pas limité l'activité. On en a fini avec Escobar, c'est une chose, mais certainement pas avec le trafic en général. La chute du cartel de Cali dans les années suivantes ne va pas démentir cette évolution. On est en phase d'organisation plus petite, plus discrète, qui ont des ramifications dans de plus en plus de pays et qui en fait ont très très bien vécu la chute d'Escobar. Et je dirais même au contraire, ont profité de la chute de celui-ci. Pour parler du trafic aujourd'hui, je vais essayer de faire vite. Parler du trafic aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, on est en face d'un trafic plus que jamais international. On parle en particulier, parce que c'est relativement récent, du rôle de l'Afrique actuellement, que ce soit comme marché de consommation, mais surtout comme espace de redistribution de la drogue. On peut parler aussi de l'Asie, qui étaient des marchés qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque d'Escobar. On a un trafic qui a été capable de diversifier ses activités. Il touche à tout. Là où Escobar faisait attention à ne trafiquer que de la cocaïne, parce qu'il estimait que les autres drogues n'étaient pas intéressantes, n'apportaient pas assez de revenus, etc. On a maintenant des organisations trafiquantes qui font de tout, depuis la contrefaçon de médicaments jusqu'à la traite de personnes, etc. On a une spécialisation, une professionnalisation des membres des organisations criminelles. On est maintenant avec des générations qui, entre autres, de cadres professionnels scientifiques qui sont nés à l'ombre des cartels et ont été financés par eux. Je pense en particulier à tout ce qui est chimiste, etc. Enfin, tous les travaux scientifiques, techniques, toutes les formations qui peuvent servir au cartel, ce sont des gens qui ont suivi ces formations financées par les cartels. C'est aussi valable pour la classe politique. On a maintenant une classe politique qui a été formée par les cartels il y a au moins 20 ans. Avant, les cartels s'occupaient de corrompre une classe politique existante. Maintenant, ils ont créé leur propre classe politique. On a ensuite une répartition, une division du travail entre organisation et territoire qui est de plus en plus complexe. Et d'une manière générale, il faut insister là-dessus, on se rend compte qu'on a des organisations narcotrafiquantes qui font preuve d'une capacité je dirais, spontanée, d'ailleurs plus que réfléchie, à mettre à profit toute la diversité des situations qui s'offrent à elles,
les disparités entre territoires, les inégalités sociales, les changements politiques, etc. Donc il y a une véritable capacité d'adaptation, et on se rend compte que les personnes importent peu, le trafic se porte toujours aussi bien, voire mieux, encore une fois, quels que soient les succès qu'on puisse avoir dans l'élimination de tel ou tel groupe narcotrafiquant, de telle ou telle figure. Alors, limite et question de la lutte contre le trafic. Alors, vu l'échelle acquise par le trafic, je parlerai que du trafic latino-américain, il est évident que la lutte contre celui-ci supposerait une action globale qui prenne en compte tous les territoires concernés, à l'échelle mondiale, tous les acteurs et tous les différents secteurs de l'activité. Il faudrait, pour ce qui est l'international, je veux dire encore une fois une politique adaptée, mais aussi développer des politiques adaptées au niveau national autant que local, en fonction du rôle de chacun dans le trafic. Encore une fois, ce ne sont pas des organisations pyramidales, tout le monde n'a pas le même rôle, tous les espaces ne jouent pas le même rôle. On produit toujours de la coca et de la pâte base en Colombie, sauf qu'au Pérou, on l'envoie en Bolivie pour être transformé, on la redistribue ensuite par le Brésil, on en refait redescendre par le Paraguay. Il y en a encore une fois qui jouent des rôles dans la production, d'autres dans la transformation, d'autres dans le transport. Chaque État joue un rôle, et c'est vrai qu'il faudrait a priori prendre en compte le rôle et les missions de chacun pour donner des réponses adaptées. Il faudrait évidemment pour tout ça une débauche de moyens et un travail de concertation qui est extrêmement difficile à mettre en place, que ce soit par manque de volonté ou encore une fois manque de moyens de certains États. Dans la pratique en tout cas, on peut dire qu'on assiste sous l'égide des États-Unis qui ont pris la tête de la dite guerre contre les drogues à une lutte globalement inefficace et à géométrie variable. On met l'accent sur la répression qui est souvent génératrice de violence elle-même. La répression telle que pratiquée au Mexique depuis 2006 génère la violence. Elle pose le problème de la contamination des institutions qui sont concernées, d'où d'ailleurs la réticence des forces armées, en particulier latino-américaines, à y participer. On a pu constater qu'en général, toute force armée impliquée force armée ou de sécurité impliquée dans la lutte contre le narcotrafic finit par être gangrénée par celui-ci. Donc, je vous le disais, en général, ces institutions rechignent à participer à ces luttes, même si évidemment on leur fait miroiter tous les budgets matériels et équipements que ça pourrait leur apporter. Les résultats de la répression en soi ne sont pas probants. Ce sont fondamentalement les petites mains du trafic qui sont touchées, alors que les gros poissons et les complices les mieux placés passent entre les mailles du filet. Certains aspects particuliers, mais quand même fondamentaux du trafic sont négligés. Je pense qu'il est peu dire que la lutte contre le blanchiment n'est visiblement pas une priorité, et en tout cas ne donne pas de grands résultats. Et d'une manière générale, comme je vous le disais, les résultats sont très limités. Pour faire la part des choses, il faut tout de même signaler que les politiques alternatives ne sont pas non plus des solutions miracles. On a parlé beaucoup de politiques de substitution, en particulier au niveau des producteurs, c'est-à-dire d'expliquer aux producteurs latino-américains qu'il ne faut plus cultiver de coca ou de marijuana, etc., ou d'opium, et qu'il faut se mettre à autre chose. Ce sont des échecs retentissants. Ça supposerait d'organiser des circuits nouveaux de distribution économique qu'on n'est absolument pas capable d'organiser et qui ne peuvent pas faire concurrence aux bénéfices qu'offre le trafic, sans parler évidemment des menaces des trafiquants envers les paysans. On a aussi parlé dans toute politique alternative de légalisation. Je voulais faire un petit commentaire là-dessus. La légalisation n'est certainement pas une solution miracle non plus. Elle pose la question de définir quelles règles on va poser, c'est-à-dire qui pourra consommer, quoi, je veux dire quelle drogue, comment on va les contrôler, en quelle quantité. Il y aura de toute façon un maintien nécessaire d'une part de contrôle et de répression. On peut tout de même imaginer qu'il y aura une contrebande de drogue moins chère de la part des organisations narcotrafiquantes. On peut supposer légitimement qu'on devrait décider d'interdire la consommation de drogue aux mineurs, qui deviendrait dans ce cas-là une cible privilégiée pour les narcotrafiquants. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de questions certainement dans la lutte contre le narcotrafic.
mais il n'y a pas forcément de réponse, et surtout, je ne pense pas qu'il y ait de réponse miracle. Dernière question que je voulais aborder, et pour conclure avec ça, il y a évidemment aussi une question géopolitique. La lutte contre le narcotrafic n'est pas neutre et pas simplement judiciaire. Il y a évidemment une instrumentalisation de celle-ci à des fins stratégiques, en particulier du fait des États-Unis, mais aussi par d'autres États. Dans le cas des États-Unis, il est évident que la guerre contre les drogues, c'est un instrument de pression sur l'Amérique latine et sur tout gouvernement qui n'est pas aligné sur la politique américaine, que ce soit en matière de lutte contre la drogue, ceux qui refusent la présence de la DEA, etc., ou d'être chapeautés, de voir leur activité anti-drogue chapeautée par la DEA, et d'une manière générale, toute politique. Les États-Unis font peser sur les États une épée de Damoclès, qui est celle de la certification. Chaque année, il y a une sorte de distribution de bons points. Si on est certifié comme pays luttant contre la drogue ou non. Évidemment, le fait de ne pas l'être est un coup près pour toute aide américaine et destructeur pour la carrière des hommes politiques qui en sont victimes, etc. À noter au passage, pour en revenir très vite à Escobar, que c'est quelque chose qu'il avait très bien vu. Escobar a beaucoup de limites en tant que personne, mais c'est vrai que c'était un assez bon analyste de son époque. Et dès la chute du mur de Berlin, à la toute fin 89, dans des notes personnelles, il avait prophétisé. Il avait dit attention, maintenant qu'il n'y a plus le fantôme du communisme, c'est la lutte contre les drogues qui va devenir le nouvel instrument de domination des États-Unis. Venant de sa part, évidemment, il y a eu une bonne part de mauvaise foi, on est d'accord. Mais l'observation était sûrement justifiée. Donc je disais, d'un côté, des Américains qui sont faire pression sur des États, faire peser sur eux donc cette menace de désertification. De l'autre côté, des Américains qui s'adaptent, savent au contraire se montrer particulièrement tolérants quand il s'agit d'États qui vont dans le sens de leurs intérêts, enfin de gouvernements en tout cas, qui défendent leurs intérêts, et même par rapport au narcotrafic lui-même, exige de la part des États latino-américains les politiques les plus strictes, alors qu'eux-mêmes sont capables de s'adapter, de négocier avec le narcotrafic. Un des exemples les plus connus, c'est ce qu'on appelle les pactes dans l'ombre. C'est le fait que des narcotrafiquants se mettent en relation avec les autorités américaines et obtiennent l'immunité en échange du versement d'une bonne partie de leur fortune au Trésor américain. Et sachant que, et en échange de certaines informations sur leur organisation, sachant que, et ça a été largement démontré entre-temps, un certain nombre continuent à trafiquer et on profite évidemment pour se défaire de la concurrence. Donc, encore une fois, il y a une position ambiguë des États-Unis, mais la question n'est pas tellement celle des États-Unis en soi, évidemment. La question géopolitique de la drogue, fondamentalement, ça va être celle de savoir si on veut lutter contre la drogue, oui, mais qui décide et qui fait quoi. À l'heure actuelle, bien évidemment, ce sont les États-Unis qui s'imposent, ce sont eux qui ont les moyens. Une politique probablement la plus ample contre la drogue supposerait quand même une concertation un petit peu plus ample. Je finis avec ça. Merci, José. Merci.